Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Enfin, j'ai la distillerie Mariana sur le show. Ça fait des années, c'était une des premières quand la vague a parti. Puis avec leur déménagement, leur ci, leur ça, c'est tout le temps compliqué. Là, je l'ai. Philippe Leblanc, propriétaire de la distillerie Mariana. Comment ça va? Ça va super bien toi-même. Oui, super, merci. Fait que là, pour ceux qui sont en vidéo, on te voit dans vos nouveaux locaux, dans ton nouveau resto, centre-ville de Trois-Rivières. Raconte-moi l'histoire de votre distillerie, là. Comment que ça a commencé, cette histoire-là? Oui, ben la distillerie Mariana, c'est comme tu le dis, c'est une des pionnières de la nouvelle vague de craft distilleries. On célèbre cette année le 10e anniversaire de la distillerie Mariana. Ça a été fondé par deux ingénieurs forestiers euh, issus de la Gaspésie. Puis le nom Mariana, souvent les gens ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est le nom latin de l'épinette noire, qui est un arbre qui est très emblématique de la forêt boréale qu'on a au Québec. Et ben, c'est ça, étant des ingénieurs forestiers, ils ont créé la distillerie Mariana pour être un peu la distillerie de la forêt, avec le premier produit qui était le gin canopé, qui est évidemment un gin à l'épinette noire, avec un peu de thuya, un peu de cèdre, baie de genièvre. On distille ça, le lithium macère au contact de bois d'érable, excuse-moi, des spirales de chêne torréfiées, un petit peu de copeaux d'érable. Fait que c'est vraiment l'identité forestière qui est la genèse de la distillerie. Puis ensuite, les gars ont développé d'autres produits un petit peu dans cette philosophie-là. Puis tranquillement, mais c'est sûr que l'identité a un petit peu évolué. Donc, on a ajouté des liqueurs, des crèmes, donc un petit peu moins forestière, mais toujours avec une identité vraiment québécoise. Puis c'est un petit peu la genèse de la distillerie dans les 10 dernières années. Moi, j'ai joint l'aventure en 2019, donc ça fait 5 ans. Puis maintenant, là, on poursuit de façon avec des visées internationales, si tu Là, tu as nommé Canopé. Souvent, on achète un produit par habitude parce qu'on l'aime, mais on ne sait même pas qui le fait. Fait que là, on va débouler une liste vite, vite de tout ce que vous faites comme produit que à peu près toutes les SEQ ont, puis que oui, veux. le monde ne sait peut-être pas que c'est vous. Fait que, Amaretto, on a l'avril. Oui, Gin, tu l'as dit, canapé. Il y a le violette qui est à vous, puis le hooké qui vient de sortir aussi. c'est ça. Le gin Uki, en fait, c'est un lot de gin canopé qu'on fait affiner, si tu veux, en baril, qui ont eu du whisky puis du rye. Puis il y a un orignal sur la bouteille parce que c'est fait en collaboration avec Ouké, qui est le leader au Québec de la pêche à la mouche et de la chasse. Donc, ce produit-là, il est seulement disponible dans le temps de la chasse. Donc là, il est disponible actuellement, au moment où on tourne le podcast, mais c'est vraiment en édition limitée. Sinon, côté crème, tu l'as nommé, le Saint-Crème. Saint-Crème, ça, j'ai un secret à dire à nos auditeurs, là, c'est la recette de sucre à la crème de Sorangelle. C'est une crème de sucre à la crème. Puis je l'ai croisée il y a 2 ans ici à Trois-Rivières, au centre d'achat, les Rivières. Puis j'avais une bouteille, puis là, j'ai une photo avec elle. Puis elle a goûté au Saint-Crème, puis elle a approuvé que la recette est géniale. Là, tu dis ça qu'à la crème, il y a bien du monde qui dit ah, ça doit être ben trop sucré. Mais c'est les arômes principaux qui ressortent. Oui, c'est sucré, c'est une crème, là, on s'entend, mais c'est pas quelque chose qui va écœurer. Tu prends ça sur glace, tout ça, ça passe. Tu le mets dans le café, tu le mets partout, mais c'est pas trop sucré. C'est juste le mot sucre à la crème fait peur, là. Oui, t'as raison, absolument. Sinon, ben, vous aviez des vodkas aussi. Oui, on a la vodka Azimut qu'on avait lancée justement là, il y a plusieurs années qu'on avait ressorti du marché. On manquait un petit peu de temps au niveau de la production. Fait qu'on on a délaissé ce produit-là parce qu'il y avait un peu moins de valeur ajoutée que des produits comme l'amaretto avril ou nos produits plus gustatifs. Mais là, maintenant qu'on a plus d'équipement, plus de temps, on a réintroduit la vodka à notre line-up. Prêt à boire, vous n'avez. Dans les prêts à boire, on a le Avril Amaretto Fizz, qui est une canette jaune, qui est notre Amaretto Avril avec du jus de citron et un petit peu d'eau pétillante. On a également le violette pamplemousse. Donc, c'est notre gin violette avec du jus de pamplemousse et du tonic.
Puis c'est vraiment un prêt à boire qui est apprécié de ceux qui l'ont goûté. Puis on a aussi un qui est moins connu, c'est notre mort bleu Jungle Bird. Donc c'est un Jungle Bird, c'est un cocktail à base de jus d'ananas. Et on met notre mort bleu, on met un peu de zeste, qui est notre liqueur d'agrumes, dans le style apérol. Et jus de lime, c'est pétillant, c'est super estival. Sur le bord de la piscine, ça se prend bien. Puis là, tu l'as nommé. Dans les rhums, vous avez toute la gamme de mort bleu. Là, vous êtes rendu à 4, je pense. Oui, exactement. Le premier était le mort bleu épicé. Puis on a eu beaucoup de presse avec ce produit-là parce qu'on a gagné le prix du meilleur rhum épicé, euh, le Best of Class à la compétition de San Francisco. Puis tu sais, Patrick, il y a plusieurs compétitions de vins spiritueux à travers le monde. Puis dans ces compétitions-là, ben, plusieurs produits peuvent gagner une médaille. Donc, une médaille de bronze, argent, or. C'est plus comme un ranking. C'est comme si à l'école, tu obtiens un A, B, C à ton bulletin. Mais dans ces compétitions-là, tu as seulement un produit qui gagne la mention meilleur de la classe, best of class. Puis en 2022, le Mort Bleu Épicé a gagné cette mention-là à San Francisco, qui est, parmi tous les concours de spiritueux, le plus prestigieux, si tu veux, le plus reconnu. Donc, quand on a gagné ce prix-là, ça a vraiment fait les manchettes. Puis là, la gamme Mort Bleu est bien connue. Donc, on a le rhum épicé, comme tu connais. Puis on a aussi le mort bleu cacao. Avant, on l'appelait le mort bleu chocolat, mais là, on a refait un petit peu l'image de marque. Donc maintenant, on l'appelle le mort bleu cacao. C'est une bouteille avec la couleur pourpre, parce que c'est la couleur de la cosse du grain de café, si tu veux, qui est cette couleur-là. Puis on a récemment sorti le rhum mort bleu blanc et le rhum mort bleu réserve du diable, qui est finalement le rhum blanc, mais vieilli durant 5 ans dans des barils First Fill ex-bourbon. Donc, je te dirais, le rhum épicé, le mort bleu épicé puis le mort bleu cacao, c'est la même base de rhum. Donc, ça va être un rhum de mélasse d'ici en colonne qui est assez neutre et le goût vient vraiment des aromates puis des extraits qu'on va y ajouter. Tandis que le mort bleu blanc puis le 5 ans réserve du diable, ça, il y a aucun, c'est que le distillat. Puis tous les arômes viennent des esters qui sont produits par les levures. C'est une fermentation de mélasse à température lente. Ça crée beaucoup d'acide organique. Puis lors du reflux dans la distillation, là, ça s'estérifie. Fait que ça a des notes florales, des notes fruitées, mais qui sont vraiment issues du travail de la levure. Puis dans le cas du réserve du diable, vu qu'il est vieilli 5 ans en ex-bourbon, mais là, on a des notes un peu vanilline, caramel, qu'on reconnaît au bourbon. Puis l'oxydation du tissia vient vraiment l'adoucir. Donc, c'est sous mort bleu, mais c'est comme deux catégories quand même au niveau organoleptique. OK. Les épicés d'un bar, puis les pas épicés de l'autre bar. Oui, c'est ça. Donc, les épicés, c'est vraiment accessible. Vraiment, tout le monde va l'apprécier. Puis le blanc, puis le 5 ans, c'est un peu plus pour les connaisseurs qui aiment le côté un peu ester. Eux qui vont aimer un peu les rhums agricoles vont être satisfaits avec le mort bleu blanc puis le mort bleu 5 ans. Toi, ça a été quoi ton rôle dans tout ça? Tu es arrivé en 2019. Y a-tu Oui. des produits que toi-même t'as développés ou que tu as eu l'idée puis tu as fait développer? T'es arrivé où dans l'histoire? Oui, ben c'est ça. Je suis arrivé en novembre 2019. Donc, c'est ça. Ça va faire 5 ans incessamment. Puis, c'est ça. Au début, ben, tu sais, novembre 2019, puis la COVID est arrivée en mars 2020. Donc, dans la première année, j'ai pas développé de produit, là. J'étais pas mal dans la gestion de la crise, là. Puis, une fois qu'on est sorti de la COVID, ben, tu sais, ça a quand même eu un impact là, sur notre production, nos ventes. On dit on est la distillerie la plus importante, la distillerie indépendante la plus importante au Québec, mais le terme important, c'est par rapport au port de marché en termes de vente, là. Donc, c'est sûr qu'on a connu une grosse croissance. Puis, une fois que toutes les opérations étaient bien stabilisées, là, je me suis mis à développer des nouveaux produits. Donc, j'ai développé le Mont Bleu Blanc, le Mont Bleu 5 ans, qu'on a parlé, les prêts à boire. Récemment, on a sorti un whisky à l'érable qui s'appelle Grand Voyageur. C'est un produit qui est
moi, je trouve extraordinaire parce que, en fait, c'était à la demande de notre importateur en France. Moi, mon background avant de joindre la distillerie, je travaillais dans le monde agroalimentaire. J'étais directeur des exportations pour une coopérative de producteurs de sirop d'érable, de canneberge et de miel. Puis c'est une grosse coopérative qui est centenaire. Donc, le sirop d'érable, je suis un peu un sommelier de l'érable, là. Tu sais, je connais pas mal ça. Puis on vendait dans 30 pays. Donc, euh, donc mon background, c'est l'exportation. Donc, étant donné mon background, ben Mariana, maintenant, on exporte dans 6 pays. Et notre importateur en France m'avait demandé, peux-tu développer un whisky à l'érable? Et là, c'était pour moi un grand plaisir parce que le whisky et l'érable, c'est deux de mes passions profondes. Donc, j'ai développé Grand Voyageur, qui est un whisky à base de maïs. Et on met un petit peu de rail, un peu de seigle. Avec le sirop d'érable de Citadelle, on est à 150 grammes de sucre par litre, donc moins sucré que les marques qu'on connaît, mais je dois dire avec un côté érable qui est assez unique. Ben, justement, on va le déguster, ça, ensemble. On a le Grand Voyageur. C'est toi qui as pensé au nom? Oui, ben, en fait, avec l'équipe, euh, tu sais, Patrick, le whisky canadien est un produit qui voyage à travers le monde, c'est un produit de renommée internationale. Et l'érable aussi, c'est un produit qui voyage à travers le monde. Donc, on s'est dit qu'un whisky à l'érable, à la demande de notre importateur européen, c'est un produit qu'on va vouloir faire voyager, qu'on l'a appelé Grand Voyageur. Sur l'étiquette, tu peux voir ici, il y a des canotiers. Puis c'est un peu un clin d'œil justement aux Européens qui ont traversé des océans à la conquête de nouveaux territoires. Donc, c'est un petit peu ce désir-là d'aventure qu'on aime. Et on voit aussi des oiseaux migrateurs parce qu'eux aussi font le grand voyage 2 fois l'an. C'est pour montrer qu'un grand voyageur peut prendre plusieurs formes. Et, euh, et c'est un brand, si tu veux, qui me colle à la peau de par mon passé d'expatrié. Et toi aussi, je pense que tu es expatrié en Europe, donc tu peux comprendre. Donc, c'est vraiment l'esprit de repousser les frontières, puis le courage d'exploration. Donc, je fais un ode à cette philosophie. On goûte. On goûte? Ouais, puis c'est le fun, c'est pas. Tu sais, l'érable est là à l'attaque, là, ça tapisse, mais t'as déjà des arômes de whisky, puis à la fin, et là, le whisky reste, là. Puis, un coup que les vapeurs de whisky sont passées, là, t'as la bouche avec l'érable qui est là doucement. Ouais. Je, je le qualifierais, c'est un produit qui est assez fin. Tu sais, c'est un produit qui est assez raffiné, là. C'est pas du sucre des arômes, là. Tu sais, c'est du whisky avec du sirop d'érable. Puis, puis on est à 30 d'alcool, mais assez pour avoir un plaisir d'une chauffe, là. Tu sais, on goûte le whisky, là, on sent le whisky, mais c'est très doux. Ça se prend bien. Nous, on le sert ici au restaurant avec une demi-fraise du Québec. On prend une fraise du Québec parce qu'elle est sucrée puis elle est rouge. On la coupe en deux, on la met sur le top. On appelle ça le bûcheron romantique. C'est le nom du shooter. Puis c'est un des bons vendeurs en petit digestif. Puis, puis l'acidité de la fraise aussi va venir balancer tout ça, c'est cool. Ouais. Puis, ben, une question de même, là, ton importateur t'a fait une demande, mais tu sais, si on pense au gin là, qu'il y en avait trop à un moment donné, puis là, on est en train de couper un autre whisky à l'érable, comment toi, comme entrepreneur, tu te dis, ben oui, tu sais, il faut que j'aille là parce que même s'il y en a d'autres, je vais me démarquer de la compétition, puis il faut que je le fasse, ça. Ben, c'est sûr qu'en ayant mon importateur, j'ai déjà comme si tu veux, le volume nécessaire pour partir la roue. Donc, ici, de présenter à la SEQ, ben oui, il y en a des whisky à l'érable, mais il y en a deux principaux. Mais c'est quand même un marché de consommation important. Tu sais, c'est un marché de volume. Donc, je pense que d'avoir un nouveau produit, mais c'est pas en anglais un copycat. Tu sais, c'est pas un autre. Tu sais, à l'aveugle, là, tu peux sûrement quand même le confirmer, c'est des produits qui sont différents. Donc, tu as un sortilège à 250 grammes de sucre par litre qui est vraiment plus dessert, coureur des bois et un peu plus dans notre taux de sucre.
mais qui est vraiment straightforward sur l'érable. Grand Voyageur est un peu plus whisky, à mon sens. Tu sais. Puis c'est trois excellents produits, mais c'est pas un copycat. Tu sais, c'est un whisky à l'érable, mais je pense qu'il se déguste de façon différente. Donc, je pense que c'est complémentaire à l'offre existante qui est déjà demandée par beaucoup de consommateurs. Depuis quelques mois, même un an comme il faut, il y a plusieurs distilleries qui ferment. Puis malgré ça, vous avez la capacité de vous installer dans des nouveaux locaux plus gros, centre-ville, puis tout. Quand le calcul est arrivé de passer, avant, ben, vous avez commencé, je pense, à Louisville, vous êtes déménagé, puis l'évolution, est-ce qu'il suit votre vente ou c'est pour en prévision de qu'est-ce qui s'en vient? Ben, la décision de venir se bâtir ici, elle a été prise il y a déjà 4 ans. OK? Moi, le jour 1 que j'ai fait l'acquisition de la distillerie Mariana à Louisville, c'était déjà dans mes plans de bâtir une distillerie qui serait ouverte au public. Parce qu'à Louisville, on est dans un parc industriel. C'est parfait pour produire une production manufacturière, mais ce n'est pas un endroit qui est vraiment bucolique pour recevoir la clientèle. Puis, le plaisir d'avoir une distillerie, c'est de recevoir du monde. Tu sais, je veux dire, je pourrais avoir une entreprise qui fait je sais pas moi, des vis puis des, puis des clous, puis ça serait super rentable. Mais tant qu'à être dans le monde de la distillerie, c'est tout un plaisir de créer, parce que la distillation, c'est un mix entre la science et l'art. Puis ça intéresse les gens. Puis, tu sais, comme là, on est ouvert depuis l'été au niveau du restaurant. Puis, tu sais, je fais quand même visiter la distillerie aux gens qui viennent. Puis, ce partage-là est enivrant. Puis moi, ça a toujours été dans ma ligne de pensée. Donc, il y a 4 ans, j'ai pris la décision de faire ce projet-là ici. Puis l'industrie, il y a 4 ans, est en grande explosion. Euh, Nous, on est chanceux parce que, on a des produits qui sont là depuis quand même longtemps, qui sont connus, qui sont vraiment appréciés. Puis je pense que le secret du succès de Mariana aura été de lancer des produits qui sont gustatifs, mais à un prix qui demeure abordable. Quand les produits ont été lancés, tu sais, il n'y avait pas de gin québécois à 45, 50 pièces. Le consommateur n'était pas habitué de payer 45, 50 pièces pour un gin, tu sais. Fait que nos produits ont été lancés autour de 35 pas mal across the board. Puis avec la SAQ, tu ne peux pas augmenter le prix comme tu veux, tu sais. C'est selon l'inflation. Donc, nous, on a bâti un portefeuille qui est basé sur des marges bénéficiaires un peu plus minces par unité, mais le fait qu'on est dans une gamme de prix, tu sais, qui est vraiment, je pense, avantageuse au niveau qualité-prix. Tu sais, entre, mettons, un amaretto multinational puis le nôtre est peut-être à 15 plus cher, entre un rhum international puis le nôtre est peut-être 15 plus cher, mais je pense que pour 15 de plus, pour une bouteille de spiritueux qui va durer quand même assez longtemps, tu obtiens un produit craft puis local. Je pense que c'est un beau positionnement au niveau de la commercialisation, puis ça fait en sorte qu'on a pu vraiment prendre notre envol. Puis, tu sais, avec le volume vient aussi la capacité d'achat. Donc, moi, je négocie mes fournisseurs en fonction du volume. Puis, ça nous a mis dans une position assez avantageuse au niveau financier. Ben, c'est des bonnes nouvelles si déjà tu vois que malgré l'investissement de cette année ou des 2 dernières années, là, parce que vous bâtissez depuis un petit bout, que vous avez Ouais. encore la tête en dehors de l'eau, là. Absolument, absolument. Puis, tu sais, on travaille très, très fort pour faire un beau succès aussi avec l'endroit ici, parce que c'est un restaurant aussi. Puis, on a une équipe géniale en cuisine. On a des mixologues extraordinaire, qui ont fait une carte cocktail vraiment distinctive de qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le coin. C'est très complémentaire à l'écosystème de Trois-Rivières. On est devant un centre des congrès, donc on reçoit du corpo, on reçoit des couples qui viennent la fin de semaine, on reçoit le local qui vient à plusieurs reprises. Donc, tu sais, ça aussi, ça diversifie les flux de revenus dans des moments plus difficiles qu'on peut vivre à travers la période actuelle à la SAQ là, dans l'ensemble de l'industrie. Puis moi, je travaille très, très fort à l'exportation. Donc, comme je te disais, on est dans 6 pays. Donc, ça amène aussi des revenus autres qui viennent compenser la légère décroissance qu'on peut avoir à la SAQ.
Fait que ceux qui connaissent pas le centre-ville de Trois-Rivières, c'est quand même accessible, c'est le fun, aller marcher rue des Forges, aller marcher dans le Vieux-Port. Toi, tu es tout proche de ça. Tu me disais 300 mètres du fleuve, fait que t'es du Vieux-Port, même pas un kilomètre, là, si on fait d'un bout à l'autre. T'es accessible. Si je vais manger chez toi, je m'attends à quoi comme menu? Ben, on a un menu, je te dirais, vraiment qui va plaire à tout le monde. Je t'explique un petit peu la philosophie du menu. Étant donné que ici, une usine qui va être principalement dédiée à la production de whisky, OK? Donc, on a les moulins, on a le mash tun, l'échangeur tubulaire, on a les fermenteurs. Donc, on a tout pour bâtir le whisky. Mais du whisky, c'est une bière qui a été distillée, si tu veux. Tu sais, c'est pas la même recette de grains, il n'y a pas de houblon, mais c'est le même principe. Donc, à côté de moi, on a des hublots avec l'espace de fermentation de bière. Fait que la bière est connectée directement au tap au bar. Euh, donc, on a la portion cocktail de la distillerie avec des entrées puis des plats principaux qui sont pensés un petit peu en accord, cocktail, puis des entrées quand même euh, épicuriennes. Donc, on peut avoir un labneh muamara, qui est un genre de yogourt condensé avec une purée de poivron rouge et piment, servi sur une focaccia. C'est vraiment, vraiment agréable avec un cocktail. C'est des épices un peu comme du Moyen-Orient. C'est vraiment, vraiment bon. On a des gravlax de truite, on va avoir des tartares de bison qui vont bien accompagner le cocktail. Mais étant donné qu'on fait de la bière, on est aussi un peu un brew pub. Fait qu'on va avoir un hot dog euro avec une saucisse de sanglier à la l'amaretto avril qui est faite au rillard sanglier ici en Mauricie. On va avoir un bretzel géant qui se boit bien avec une pilsner. On va avoir des ailes de poulet aussi, mais avec des sauces avec nos spiritueux. Puis qu'on a un menu brewpub, tu sais, bière, smoke meat, puis on a un menu cocktail avec des entrées, puis des tapas qui sont un peu plus raffinés. Donc, on peut aller d'une facture à 35 pour un cocktail, puis un sandwich cubain même, ou un hot dog euro à aller une facture un peu plus costaud pour si on prend deux, trois cocktails signature. On a un short rib de bœuf braisé, donc la côte de bœuf servie sur l'os, qui a été cuite sous vide avec du grand voyageur. Euh, donc, on a vraiment pour tous les budgets, puis on a pour tous les goûts, je dirais. Là, tu viens d'en parler, brasserie, ben, distillerie de whisky. Est-ce que, me semble que ça fait quand même plusieurs années que vous en avez en baril, là. Est-ce que ça s'en vient, un whisky Mariana? Absolument. Écoute, on a une belle flotte de barils. C'est qu'on n'avait pas de brouhasse à l'interne, donc on faisait faire les mous par des brasseries régionales. Mais c'est un petit peu quand même contraignant de devoir s'arrimer avec les cellules de production. Donc, c'est souvent dans des périodes creuses, mais là, maintenant, on a notre propre brouhasse derrière. Donc, on va commencer notre programme de whisky, je te dirais, dans 4 semaines. Mais on a effectivement une flotte de peut-être une centaine de barils de whisky qui ont entre 2 ans et 8 ans. OK, on a des single malts là-dedans, on a des whisky de maïs, on a des whisky de rye, on a même des whisky qui sont en train de s'affiner dans des fûts de Lafrogue, donc vraiment tourbés. On a des single malts de 8 ans qui sont en train de s'affiner dans des fûts de ice wine, des fûts de vin de glace de Niagara. Donc, on a des beaux liquides qui sont en vieillissement, qui vont être sans doute disponibles seulement à la dégustation lors des tours et à la boutique ici, parce que c'est quand même des quantités qui sont modestes. Mais avec notre usine, on a une capacité de produire à peu près 4 barils par semaine. Donc, on va commencer le programme de prod un peu plus costaud dans un mois. Puisque vous avez gardé toutes les installations de Louisville pour entreposer tout ça, puis continuer à faire d'autres produits, parce que tu disais que cet alambic-là était plus whisky. Fait que tout le reste que vous faisiez déjà est resté là-bas. Ouais, oui, puis ici, en fait, au rez-de-chaussée, sous la distillerie, on a un chai qui peut accueillir jusqu'à 250 barils. Donc, on va faire vieillir à peu près 250 barils ici pour surtout les visites, puis pouvoir goûter du baril
au verre. Là, présentement, on va ouvrir un tour guidé qui est général, mais l'année prochaine, on va aussi offrir des tours guidés spécifiques. Donc, un tour spécifique sur le gin, un tour spécifique sur le rhum, un tour spécifique sur le whisky. Donc, dans le whisky tour, on va pouvoir ouvrir plusieurs barils du chai sur place. Mais c'est sûr que 250 barils, ça se produit quand même vite. Donc, tout le reste de la flotte, les liquides vont être transférés à Louisville pour la mise en baril à Louisville. Puis, le dégorgeage des barils, puis l'embouteillage va pouvoir se faire à Louisville pour cette flotte de barils-là. C'est sûr que c'est moins cher au pied carré à Louisville qu'au centre-ville de Trois-Rivières pour faire vieillir du whisky, là, tu sais. Puis là, petite parenthèse, je sais pas comment ça marche les permis, mais c'est bien compliqué de promener tes alcools d'une distillerie à l'autre si les deux sont à toi, puis comment que ça fonctionne? Mais il faut deux permis. Donc, c'est la même incorporation, Distillerie Mariana Inc. Donc, on a un permis d'initiateur industriel à Louisville, on a un autre permis d'initiateur industriel à Trois-Rivières. Donc, entre les permis, on peut transférer du vrac. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est vendre des bouteilles qui ont été embouteillées sur l'autre site. Donc, nous, ici, on a une embouteilleuse pour les produits de la boutique, on les embouteille ici. Mais je peux me transférer du vrac. Mettons, si je fais une batch d'amaretto avril, je peux me transférer un contenant de vrac d'amaretto avril que je vais venir embouteiller ici. Puis là, il va être considéré fabriqué sur ce permis, donc je peux le vendre à ma boutique. C'est Au Québec, les alcools, il faut connaître le légal parce que c'est facile de se mêler, mais on connaît ça pas plus. Êtes-vous pas mal actif sur Facebook? Avez-vous d'autres plateformes plus actives où est-ce qu'on peut savoir OK, le whisky va être prêt, les menus, les choses comme ça? Oui, on est sur Facebook et Instagram. On fait quand même pas mal de contenu. Je pense que dans 4 semaines, quand on va commencer à vraiment là, produire ici du grain à la bouteille, je pense on va générer pas mal de contenu parce qu'on va être assez fiers de montrer nos opérations. Euh, Plus artisanal. Derrière moi, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a le petit alambic. On a un gros alambic qui est devant la fenêtre de ce côté-ci de la distillerie, qui est 3500 litres. Mais on a le petit alambic ici qui est 250 litres. Ça nous permet de faire des extractions pour nos liqueurs, pour des gins aussi. Puis il y a des tests de la R&D. Fait que surtout dans le monde du rhum, ça va être intéressant de faire des tests avec différents ferments. Donc, ça, c'est sûr on va pouvoir le publier sur nos réseaux sociaux. Actuellement, on est en train de préparer un brandy de pomme, un genre de Calvados. Mon associée Nathalie habite à 500 mètres de la distillerie dans une maison ancestrale. Puis elle a un magnifique pommier sur son terrain. Donc, en équipe, on est allé cueillir les pommes de son pommier. Puis il y en a vraiment beaucoup. Donc là, on est en train de fermenter. Puis on va distiller le tout bientôt avec ce petit alambic-là pour faire un brandy de pomme qui va être à la boutique seulement parce que ça va être un petit lot. Ça va nous Wow. permettre de faire des alcools de saison, travailler des fois avec des vignobles peut-être régionaux, revaloriser leur marc de raisin, faire une genre de petite grappa. C'est vraiment un bel outil pour s'amuser. C'est le fun de voir justement que tu sais, vous êtes bien installé, puis là pour rester. Parce que Oui. on sait que c'est difficile depuis un petit bout. Puis de voir une qui a le vent dans les voiles, qui avance bien, c'est vraiment cool. Puis si tu te projettes dans 10 ans, comment tu vois Mariana? Ben, dans 10 ans, pour moi, Mariana, je l'espère, va être à quelque part une locomotive culturelle pour Trois-Rivières et la Mauricie. Je pense que une distillerie québécoise artisanale permet, tu sais, de raconter une histoire qui est identitaire, tu sais, autant au niveau des matières premières, les grains, les aromates. Tu sais, mettons-nous, Yamachiche est une région productrice de seigle. Fait que nos whisky de seigle viennent de façon proxime. Le malt vient de Bécancour, qui est Innomalt, qui vient d'inaugurer sa nouvelle malterie, qui est à 25 km d'ici. Donc, tout le grain va venir dans un périmètre d'environ 25 km. Ensuite, ben, les gins, c'est fantastique, ou les liqueurs, parce que c'est vraiment des aromates du territoire qu'on peut distiller. Donc, on vient concentrer les saveurs de ces produits, tu sais, locaux.
Puis, qu'est-ce qui est bien important, c'est la marque de commerce parce que là, c'est l'histoire qu'on raconte avec le visuel, avec le côté plus imaginatif du produit. Donc, je pense que nous et les autres, une micro-distillerie régionale permet de raconter une histoire, puis se doit d'être un certain leader culturel dans sa communauté. Puis nous, en ayant un restaurant, ça facilite aussi ça. Donc, je te donne un exemple. Actuellement, il y a le Festival international de la poésie à Trois-Rivières. Là, étant donné qu'on vient d'ouvrir, on n'a pas eu le temps de se préparer, mais l'année prochaine, j'aimerais avoir une soirée poésie avec des gens qui viennent faire la lecture de leurs poèmes, puis faire une carte cocktail avec le absinthe Balzac. Parce que l'absinthe est un spiritueux assez artistique. C'était des peintres qui la consommaient en Europe, des poètes. Donc, je pense qu'il y a un lien, le fun avec le absinthe Balzac, puis l'univers de la poésie, puis de faire des soirées qui viennent lier le lifestyle avec le produit. Tu sais, mettons, on a le festival de Western de Saint-Tite, mais ici, faire des soirées country avec nos whisky. Tu sais, ça fit bien. Fait que je pense qu'on peut être un leader culturel dans notre communauté, comme Distillerie du Fjord le sont au Saguenay avec des aromates du territoire, comme Distillerie du Saint-Laurent l'ont été avec des algues du bas du fleuve. Je pense que les distilleries sont les nouvelles églises, si tu veux, des régions. Puis c'est ce qui me rend fier de mon projet ici en Mauricie. Amen. Amen. C'est ça. Ben, un gros merci. Fait que j'invite encore tout le monde à aller vous suivre sur Facebook, à aller vous visiter sur place, à aller goûter. Oui, Parce que c'est le fun, ta carte, comment t'expliquais ça, c'est que, tu sais, oui, il y a un certain spiritueux qui rentre en fabrication de tel repas, fait qu'on fait le mix avec tel cocktail, puis ça rajoute vraiment un step up là, dans la façon de vivre la distillerie. Là, t'es pas juste un verre chez vous tranquille, là. Là, tu c'est ça. manges la distillerie, tu. Puis je dirais le meilleur moment pour venir nous visiter, pour faire la visite complète, va être à partir de la mi-novembre. Parce qu'à partir de la mi-novembre, tous nos fermenteurs de bière vont être pleins de nos propres bières. Notre brasseur, c'est Carl Dufour, qui est le fondateur de l'Alchimiste, qui est une brasserie à Joliette, qui a vendu, mais maintenant il habite au centre-ville de Trois-Rivières. Fait que c'est notre chef brasseur. On travaille aussi avec Matthias Haben, qui est un Meister Brewer de Munich, qui est le directeur des opérations de la malterie là, chez Inomalt. C'est un gros projet, là. C'est genre une cinquantaine de millions, là, la malterie. Le directeur des opérations, c'est un maestro brewer allemand. Puis nous, on va servir comme showroom à la malterie. Donc, Mathias, il va venir brasser 2 bières de type allemande sur nos lignes. Puis on va avoir 6 lignes de bières plus communes au Québec, des IPA, des, des Scotch Ale à l'érable, plein de choses. Mais on va avoir 2 lignes qui vont être des bières blanches ou des lagers allemandes. Ça va être super intéressant. Donc, le menu va venir se marier avec la bière. Et on va évidemment être en opération là, à compter de la fin octobre. Donc, à partir de mi-novembre, je vous invite à venir faire la visite qui va durer à peu près 1 heure. On raconte la technique de production, on raconte des faits historiques sur Trois-Rivières, sur le bâtiment ici, parce qu'on est dans un bâtiment qui est centenaire, auquel on a bâti une extension pour la distillerie, et l'extension est en épinette. Donc, la structure est en épinette noire, ce qu'on appelle en latin Picea Mariana. Donc, il y a de la suite dans les idées. Donc, venez faire la visite vraiment des installations. On finit au salon de dégustation au rez-de-chaussée avec une vue sur le chai pour goûter les produits à nu. Puis, une fois que ça c'est fini, on vous invite à monter ici avec notre équipe de mixologues, avec nos bières brassées sur place, notre menu qui est vraiment dans toutes les directions. Là, il ne fait pas super beau, mais on a une superbe terrasse étagée avec des chauves terrasses qu'on va garder jusque, je te dirais, peut-être début décembre. On a une grande table, on a différentes sections avec des banquettes en arrière pour peut-être plus les groupes. Feu de foyer, très agréable. Un petit whisky dans les fauteuils. Fait que c'est vraiment une destination week-end super le fun. Puis comme tu disais, le centre-ville de Trois-Rivières se fait à pied. C'est quoi? C'est peut-être un kilomètre à la ronde. Puis tu as le bord du fleuve, tu as le vieux Trois-Rivières, tu as la rue des Forges qui est à 40 mètres. Moi, je l'appelle la Bourbon Street du Québec parce qu'il y a du nightlife sur la rue des Forges. Puis l'hôtellerie se fait à pied aussi. Donc, c'est vraiment
une belle destination. Je dois te dire que Trois-Rivières est la ville au Québec qui met le plus gros pourcentage de son budget dans la culture. 17% de son budget municipal est alloué à la culture. Donc, on a des événements culturels à chaque week-end. Le week-end prochain, c'est les Délices d'automne à l'esplanade de l'amphithéâtre qui est à 5 minutes à pied d'ici. Donc, vraiment, Trois-Rivières gagne à être reconnu. Tu sais, connu, mais à nouveau. Redécouverte. Mais vraiment, tu nous as donné le goût d'aller vous voir. Fait que moi, c'est sûr. Puis là, tu as dit Scotch Shell. Ça, c'est mon petit péché mignon. Fait que, mais qu'elle soit brassée, prête, là, on risque de Oui, débarquer goûter à ça en plus. génial. Ben, merci beaucoup, Patrick. Ça a été très agréable. Ben oui, super. On l'attendait depuis longtemps, cette entrevue-là. Merci d'avoir pris le temps avec nous. Merci à tout le monde d'avoir écouté jusqu'à la fin. Allez les suivre sur Facebook, puis allez les visiter. Merci. Merci. Bye bye. Laisse-moi te parler de mon partenaire, Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve de vous partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve.